Merci et bonsoir d'être là ce soir pour cette soirée de lancement de l'encyclopédie du Gorafi. Donc comme vous le savez, chaque année on sort un ouvrage. 3 années de suite on a sorti un recueil d'articles qu'on avait déjà publié. D'ailleurs en fait la 3e année on a republié le même livre qu'avant, on a juste changé la couverture et personne n'a rien vu. Ils font la même chose avec l'annuaire, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas nous non plus. Et l'an dernier on avait publié un almanach qui était un recueil d'articles à venir, sur l'année à venir et tout. Donc ça nous permettait de ne pas travailler pendant un an. Et on avait vu juste sur la plupart des choses. Par exemple, on avait prévu l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on avait terminé l'écriture de ce livre en juillet, l'élection de Trump était en novembre, et on avait choisi l'option la plus pessimiste, on va dire, et on avait eu raison. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Bon. Mais donc cette année, on a voulu innover, et je voudrais remercier à la fois donc, notre éditeur Flammarion, qui nous fait confiance depuis 2 ans, et aussi le Merle-Moqueur, qui nous accueille ce soir. Donc cette année, on a décidé d'innover en faisant une encyclopédie, un peu comme Wikipédia, mais en mieux. C'est-à-dire que nous avons mobilisé nos meilleurs auteurs, et ils ont cherché, ils ont analysé, ils ont disséqué toutes les informations pour vous trouver les meilleures définitions que vous pourrez échanger, et même, ça pourra même éclairer votre façon de voir le monde. On a fait vraiment des définitions claires, il y a des cartes, il y a des frises. Les frises sont superbes. Vous avez un choix de photos fantastique. Donc on est très très content du résultat final. Alors ce soir, je serai accompagné de quelques-uns de nos forçats. Donc, vous avez Mathieu, qui écrit de son plein gré avec nous depuis quasiment 2 ans. Un peu plus d'un an. Voilà, un an et demi. Ouais. Nous avons quelques qui sont un peu cachés dans l'assistance aussi, qui écrivent un peu pour nous, mais ils ne veulent pas trop se montrer. Et voilà. Donc voilà, nous ça a été vraiment un travail très très intense. On est vraiment très. En plus, pour une fois, ça change du format. Donc jusqu'à présent, nous on faisait donc des news, et on a eu envie de traiter d'autres sujets, de voir comment la satire pouvait traiter. Par exemple, une encyclopédie, parce que le Gorafi fait de la satire d'information, mais la satire, vous pouvez l'adapter à tout et n'importe quoi. Vous pourrez, par exemple, l'an prochain, faire un livre de recettes dans l'esprit Gorafi. C'est-à-dire que vous conservez l'allure, le livre de recettes, la sériosité, on va dire, du livre de recettes, et vous y rajoutez la satire Gorafi. C'est ça qui fait notre marque de fabrique. C'est ce côté très rigoriste dans la forme, et de ne pas faire, comment dire, de blagues faciles. Sauf toi, des fois. Tu me regardes. Mais comme on dit souvent au bureau, on fait de l'humour, mais on le fait sérieusement. C'est-à-dire que très souvent, les gens, quand ils passent la tête dans notre bureau, ils s'attendent à voir des gens en train de rire, de s'amuser et tout. Et en fait, on travaille de manière très posé, très sérieux. On saute pas sur les trampolines par exemple, parce que pour écrire des articles c'est très compliqué et on s'est blessé plusieurs fois. Mais voilà, on a une approche très militaire même dans notre organisation, dans notre manière de faire nos confs de rédaction. On fait des confs de rédaction comme n'importe quel journal en fait. On fonctionne comme un média traditionnel parce que le Gorafi est un média traditionnel. Du coup, nous quand on a des idées ou des projets concernant le Gorafi, on se compare par exemple à qu'est-ce que ferait Le Monde, qu'est-ce que ferait Le Figaro, qu'est-ce que ferait Valeurs Actuelles. Non, oubliez. Mais voilà, on fait souvent ce travail-là pour que tout ce qu'on fait puisse coller à l'image, aux médias qu'on est censé être et représenter depuis maintenant 6 ans. En février prochain, ça fera 6 ans d'existence. À l'échelle d'Internet, c'est quasiment un temps géologique, en fait. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur... Je savais pas que je devais préparer un truc, en fait. Non, mais écoute, non, je sais pas si j'ai travaillé autant que ce qu'il me le dit, mais non, c'était super à faire, j'espère que vous allez lire. Et moi, je suis... ça fait 1 an et demi que je fais ça, avec eux. J'écris aussi en plutôt, je fais des trucs comme ça, je travaille sur un livre en ce moment, et je fais un peu de stand-up. Et je fais ma promo, je suis sur Twitter. Je suis sur Twitter, Matt Boumal. Non, écoute, voilà. Alors, toi, par exemple, quand comment tu as commencé à travailler sur cette encyclopédie, quelle a été, par exemple, ta manière de travailler, ton approche? Comment tu as pu...
justement, par rapport à des mots, trouver la bonne définition sans t'aider Wikipédia, par exemple. Ça, c'est très dur. Non, mais justement, comme je dis, c'est super dur de pas utiliser Wikipédia parce que on a tous les deux d'utiliser genre le portail de Wikipédia, la page au hasard de Wikipédia, genre le truc. Donc moi, souvent, ce que je faisais, j'étais juste assis et j'ai réfléchi pendant des heures aux quelques mots que je connaissais, un petit vocabulaire et c'est tout quoi. Après, il y a des catégories qui étaient un peu plus difficiles parce qu'on pouvait utiliser la catégorie science. Voilà, on va parler des trous de verre et de la théorie de la relativité. Je suis pas trop. Mais on l'a fait. On l'a fait, voilà. On l'a fait. Donc, non, c'est parfois un peu compliqué, mais salut. Salut, ça va. Et maintenant, ça va être à son tour de parler, peut-être. Donc, Guillaume, qui a aussi travaillé sur l'encyclopédie, je crois, c'est ça, hein? Un peu, Ouais. un peu, dans cette squale. Donc, j'ai fait une rapide un petit peu présentation de votre livre, de comment ça s'est effectué. Je vous laisse donc, comme Mathieu, je veux savoir, quelle a été ton approche, comment toi tu avais travaillé pour trouver telle ou telle définition, ou est-ce que même il y a des définitions que tu n'as pas réussi à trouver? Très bonne question. En fait, la difficulté, je pense, pour trouver les définitions, c'est toujours un peu d'essayer de varier les registres, en fait, pas toujours faire un truc trop clinique, trop en mode, toujours les mêmes twists. Il faut essayer parfois de rencontrer les histoires, de se faire un peu plaisir, d'aller chercher dans des références à la pop culture, des choses comme ça. Donc voilà, c'est surtout ça, varier les registres et trouver des nouvelles vannes pour qu'on s'ennuie jamais et qu'on soit toujours là en train de se dire qu'on connaisse pas des choses et tout. Oui, parce que ce genre de livre, ça se lit pas dans la continuité, ça va être une définition là et une définition là. Donc à chaque fois, le plus dur, c'était de réussir à surprendre le lecteur sur chaque définition, comme on le fait aujourd'hui sur chaque article. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, par exemple, non mais on ne lit que les titres. C'est vrai. Nous aussi, quand on écrit nos articles, on ne lit que les titres. Mais il y a quand même pas mal de gens sur le site quand même depuis 6 ans. Par exemple, là encore, le mois dernier, on a fait quasiment 2 millions de visites. Donc ça veut dire que les gens viennent sur le site malgré tout. Et on voulait remercier vraiment ces gens-là de le faire ce soir, personnellement, dans la rédaction. Et du coup, voilà, donc on travaille le fond des articles. Chaque article est vraiment travaillé, ciselé. Et c'est toujours un bonheur quand on lit les commentaires Facebook, parce que des fois, on lit les commentaires. Il faut pas, mais on le fait quand même. Mais c'est assez agréable de voir que parfois, vous avez un lecteur qui va mettre en évidence telle ou telle phrase qui l'a fait marrer ou qui l'a énervé, mais qui l'a fait réagir. Et cette phrase, quand elle est noyée dans l'article, à la fin, ou d'un paragraphe, ou même la fin de l'article, ça veut dire que la personne est allée jusque-là, et ce passage-là l'a remué. Et donc ça veut dire que ouais, il y a un gros travail d'écriture. C'est pas juste des titres. Le titre, c'est quasiment 50% de la vanne. On ne peut pas le nier. Mais dans l'écriture elle-même de l'article, il y a un énorme travail parce que, comme on le dit souvent, en fait, on se met dans la tête d'un journaliste stupide qui pense s'adresser à des gens qui ne comprennent rien. Donc, du coup, ce journaliste va devoir parfois expliquer ou réexpliquer un truc qui paraît évident à tout le monde. Et c'est de ce jeu-là, de cette distanciation-là que naît aussi l'effet satire. Et souvent, les gens me disent, mais par rapport aux fake news, la différence entre fake news et satire, c'est très simple. La fake news, ce serait François Hollande est un extraterrestre. La satire, ce serait les extraterrestres démentent que François Hollande soit l'un des leurs. C'est là toute la subtilité et c'est la musicalité aussi des articles. C'est-à-dire que pour écrire un article d'Hugographie, on mange littéralement la presse. C'est-à-dire qu'on s'en abreuve et on réussit parfois à isoler la musicalité d'un article de presse. Et souvent, après, à partir de cet article-là, il vous suffit juste de changer un mot ou de faire une inversion. Et c'est là que vous avez votre satire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'arriver en inventant une grosse news, une grosse révélation. Il suffit parfois juste même de juste résumer un sentiment à un instant T sur un événement, ce que les gens vont ressentir, que ça peut être de l'empathie, de l'énervement, de la joie. Vous transformez ça en titre de presse façon BFM TV, et là vous avez votre satire. Là je viens basiquement de vous donner comment on fait depuis le début, et voilà, chacun, vous allez rentrer chez vous, vous allez créer votre site, et voilà. Quelque chose à ajouter sur
Comment ça se passe, toi, par exemple, au Gorafi, ton travail au quotidien, ta manière de trouver tes titres, par exemple? En fait, comment dire, tu as déjà tout assez bien résumé. L'astuce, ouais, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un journaliste débile. Donc pour certains, ça va, c'est pas trop dur. Après, non, c'est vraiment ça, en fait. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre ce qui va faire rire les gens, aussi ce qui nous fait marrer nous, en fait, parce que je trouve qu'on n'est jamais aussi bon que quand on parle d'un truc un peu personnel, quand on sent que c'est un peu travaillé, qu'il y a de l'intériorité derrière et tout. Quand on est juste dans la réflexion pure et dure, en mode j'ai envie de faire rire sur ce sujet d'actualité, je trouve qu'on est un peu moins bon quand on cherche un peu ce sorte de tweet, ce sorte de petite astuce. Alors que quand on va chercher dans un truc un peu personnel, on pourrait avoir le mauvais réflexe de se dire bah non, en fait ça va faire rire 10 potes à moi. Sauf qu'en fait c'est tout l'inverse, justement, on peut avoir des très très bonnes surprises sur des titres. On est souvent, parfois on a du mal à comprendre. Enfin, il y a des titres qui cartonnent, enfin des articles qui cartonnent, d'autres qui au contraire n'ont pas le escompté. Donc souvent je pense qu'il faut beaucoup s'amuser aussi personnellement, parce que ensuite c'est là qu'on peut avoir les meilleures surprises. Donc, voilà, j'ai pas de truc plus clinique, mais voilà. Non, puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne sait jamais si tel ou tel article va marcher. C'est-à-dire que quand on envoie l'article, c'est un peu la roulette russe. Moi, je me souviens toujours de l'article qu'on avait fait sur Fort Boyard, sur un candidat retrouvé 7 ans plus tard dans une cellule de Fort Boyard. Quand on a écrit cet article, je trouvais l'article presque trop facile. Je me disais, c'est pas possible, les gens vont trouver ça trop ridicule, trop stupide. Et j'ai même hésité à l'envoyer. Et quand je l'ai posté, j'ai même eu un sentiment de genre, bon, c'est trop nul, mais c'est fait, c'est parti. Sauf que en quelques minutes, il y avait 1500 partages sur Facebook, puis 5000, puis 10 000. On est monté en termes de fréquentation sur le site à 18 000 personnes à 18 heures. Donc ça a été notre premier buzz. Le mot est sale, mais voilà. Donc voilà, et pourtant c'est un article sur lequel on n'avait aucune confiance. On se disait, bon ben voilà, ça marchera pas, tant pis, mais on a un meilleur article à 14 heures, ça va pouvoir niveler ça, et puis ça passera comme une lettre à la poste. Mais voilà, très souvent, les gens nous demandent, mais quel est votre secret pour vraiment qu'un article marche? Et moi je dis souvent, ben il n'y en a pas. Des fois, ça peut être, moi je me souviens, je sais plus si c'est toi ou Mathieu qui avait écrit un article sur on ne sait toujours pas où mènent les trains de la gare de Thalys. C'est moi. Voilà. Tu voulais pas celui-là, tu voulais pas. Au début, je ne le voulais pas, je me souviens, mais on l'a fait et il a énormément marché parce que ça a interpellé tout le monde et tout le monde a compris la vanne, entre guillemets. On sait toujours pas. Et on ne sait toujours pas, c'est vrai. Mais on avait un article, et ce que j'aime beaucoup, moi mes articles préférés dans le Gorafi, c'est cette absurdité du quotidien. C'est-à-dire que quand on va faire des articles BFM TV, Breaking News, sur des choses complètement anodines, genre, moi je me souviens, c'était Montauban, son téléphone glisse derrière son lit. Et on avait fait 3 paragraphes sur un mec, le téléphone est tombé derrière son lit, et il a essayé de remuer le lit pour attraper le téléphone, tout s'est passé en 30 secondes, tout va bien, il n'a pas perdu l'appel. Mais c'était raconté comme si vous aviez un reporter de BFM TV dans la chambre de l'étudiant et que il racontait ça genre tout en sueur, genre waouh, j'ai perdu mon téléphone pendant 30 secondes. Et nous c'est ce qu'on aime le plus, c'est vraiment jouer avec cette banalité, cette absurde du quotidien et de transformer ça avec nos outils, avec cette lecture de l'information immédiate qu'on a, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on est saturé d'informations. On a quasiment en France 3 ou 4 chaînes d'infos, chacune avec sa manière d'approche, plus ou moins stupide que l'autre, plus ou moins rapide que l'autre. Vous avez aussi Twitter aussi qui vous abreuve en quantité phénoménale d'infos. Vous avez les réseaux sociaux. Donc nous on essaye un petit peu de rendre compte de ça et de jouer aussi avec ça. Bon après est-ce qu'on y arrive? Je sais pas, mais tu veux dire quelque chose? Non, je crois qu'on a une question. Oui. Non. si. Merci. Moi j'avais une question à propos de ça. Donc il y a des articles qui sont un peu intemporels comme le Fort Boyard ou le téléphone derrière le lit. Et comment vous gérez quand il y a un fait d'actualité très très chaud, genre évident, et pour pas tomber dans la blague peut-être un peu mainstream qui a déjà été faite, parce que dès qu'il y a un truc qui sort, tout le monde sur Twitter balance une blague. Et par exemple, je sais pas, récemment l'affaire Weinstein. Comment vous avez, brainstormé autour de ça? Qu'est-ce que vous avez sorti comme article? Comment c'est venu? Comment vous êtes allé plus loin que ce qu'on peut lire un peu partout à ce moment-là, sur les sujets comme ça? Nous, on a un exemple pendant la présidentielle. Vous avez un matin, on apprend François Fillon ne vient pas
au salon de l'agriculture, il annule sa visite, il va donner une conférence de presse à 11h. Et à ce moment-là, moi je me souviens, on ne savait pas s'il allait annoncer sa démission, enfin, ou s'il allait se retirer de la campagne présidentielle et tout. Donc nous, ce qu'on fait, et on fait ça aussi pour les soirées électorales, tout, on fait une espèce de battle station. On réunit tous les auteurs, soit via un canal Facebook, soit via un canal Google Drive, soit par téléphone, ou dans la conf de rédac, dans la salle de rédac, et on va se bombarder d'idées. Et on va vraiment travailler en amont. Et moi, je me souviens, pour Fillon, on a fait comme ce que font par exemple Le Monde ou l'Express, c'est-à-dire qu'on a ouvert une page live sur le site, et on a commencé à envoyer des articles qu'on écrivait, à envoyer des tweets. Donc ça, c'est aussi un travail. Par exemple, on a fait des lives sur les Césars, sur les Oscars, et ça, pareil, ça c'est un travail qu'on fait parfois plusieurs semaines en amont, de manière à ce qu'on arrive le jour, le soir des Oscars, on a peut-être, je sais pas moi, 150 idées, mais dans les 150 idées, on va peut-être en envoyer que 50. On va vraiment resélectionner derrière, mais on fait un énorme travail avec tous les auteurs pour se préparer. Et quand vous avez un truc comme Weinstein ou comme Fillon, ben, on est là, on met toutes les informations sur la table et on échange à toute vitesse, parce qu'en fait, on a, dès le début, en fait, dès la création du site, on s'est rendu compte que les gens, quand vous avez une grosse actu, un attentat, moi je me souviendrai aussi la démission du pape. Ça, c'est un truc, on ouvre Twitter, et puis on voit passer un tweet genre, j'ai même oublié le nom du précédent pape, Benoît XVI. Benoît XVI annonce sa démission, et on est là, on se regarde, c'est une blague, c'est un compte fake, et parce que ça n'était jamais arrivé. Donc là, on se retrouve face à un truc, et on se dit, faut faire quelque chose, faut qu'on trouve une idée. Et notre défi à nous, dans ce genre de situation, c'est pas trouver l'idée le premier, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde aujourd'hui sur Twitter est un peu un Laurent Ruquier en puissance, et même Laurent Ruquier s'énerve parce que Twitter fait plus de blagues que lui et avant lui. Ce qui fait que lui, quand il arrive le samedi dans son émission, toutes les blagues ont été faites et il lui reste plus rien. Non, nous, là où on garde notre force, c'est de trouver la blague que les gens n'ont pas faite. C'est-à-dire qu'en fait, nous, souvent, on compare ça un peu comme une espèce de fouille archéologique. Vous allez avoir le premier niveau, avec toutes les vannes, en quelque sorte, vous allez avoir un deuxième niveau, un troisième niveau, et nous, des fois, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller jusqu'au 5e ou 6e niveau. C'est un peu comme une autre analogie, ce serait la pelote qu'on détricote. C'est-à-dire que vous tirez un fil, puis vous allez voir jusqu'où ça peut vous amener. Et souvent, l'exercice que je donne aux auteurs, quand on les teste, quand on les recrute, c'est je leur demande de trouver une idée, et à la fin de leur article, de prolonger, de trouver une autre idée qui prolonge en conclusion l'article. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec une première idée, et à la fin de l'article, il faut qu'il y ait une autre idée qui est amenée tout au long du cheminement. Et je leur demande souvent de partir sur la deuxième idée qu'ils ont trouvée et de redévelopper. Parce qu'en fait, du coup, ça délaye, en fait, ça oblige à détricoter l'idée. Mais voilà, quand il y a une actu comme ça, on fonctionne comme un média traditionnel. C'est vraiment une espèce de mobilisation et de trouver comment on va traiter l'idée, comment on va l'aborder. Et souvent, dans des événements plus graves comme les attentats, par exemple, des attentats ou des accidents, ce qu'on fait souvent, on va plus faire des blagues, des vannes sur le traitement de l'actu en question, plutôt que les gens qui sont dans l'actu. C'est-à-dire qu'on va faire peut-être des références sur la manière dont BFM TV a traité l'information, la manière dont CNN le fait, ou la manière dont les médias français le traitent. Ça aussi, c'est un prisme, et du coup, ça évite de cibler trop les gens qui sont dans l'actu et qui n'arrivent pas qu'on fasse des vannes sur eux au final. Et le pape, alors, c'était quoi l'article ? Alors le pape, on avait trouvé que... En fait, c'était juste après le rachat de Disney de Star Wars, et qui venait d'annoncer qu'ils allaient faire 3 nouveaux Star Wars, et du coup nous on a fait Disney rachète le Vatican et annonce 3 nouveaux papes. Et il y avait aussi c'est tombé aussi en plein scandale de la viande contaminée de chez il y avait des lasagnes contaminées, et on avait dit que en fait pour servir de contre-feu aux lasagnes contaminées, le Vatican démissionnait. On avait fait la chose comme ça avait bien fonctionné. Donc voilà, mais c'est vrai que quand vous avez une actu comme ça, le brainstorm se fait un peu à toute vitesse, et il faut vraiment aussi trouver
l'idée que les autres ne vont pas faire. Parce que moi, je me souviens quand Delphine Bateau, par exemple, a démissionné, quand vous avez ouvert Twitter à ce moment-là, vous aviez quantité de blagues sur le bateau tombe à l'eau, enfin, que des blagues sur bateau, navire, voilà. C'était tout la partie chantier naval de la blague qui était là. Donc nous, il a fallu qu'on trouve un truc là-dessus, et je crois qu'on a fait un tweet sur justement la manière que les gens avaient fait que les blagues là-dessus. On a fait ça en mode méta, comme si on était un petit peu au-dessus. Si vous avez d'autres questions. Comment est-ce que vous gérez finalement le Gorafi un petit peu comme un personnage? Parce que vous lui donnez une sorte de personnalité à travers des articles, comme récemment justement sur celui des Paradise Papers où vous avez dit que vous l'avez détruit, et j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous construisez finalement le Gorafi comme un personnage, un peu comme peut-être comme une sorte de première couche d'humour finalement. Alors ça, c'est... ce personnage, on le construit depuis 6 ans. Par exemple, on ne casse jamais le personnage, sauf là où je viens de le faire à une centaine de reprises devant vous. Mais comme je sais que vous allez garder ça entre vous et que vous ne répéterez pas à vos proches, ça devrait aller. En fait, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai étudié ce qu'a fait The Onion, par exemple, qui est l'équivalent Gorafi aux États-Unis. J'ai rencontré leur équipe, on a beaucoup discuté et on a échangé. Et j'ai vu comment ils avaient construit ce personnage à part entière d'un journal où il n'y a pas de nom. En fait, si vous regardez en bas des articles, les articles ne sont pas signés. Pourquoi? Parce que c'est le Gorafi, c'est une espèce d'entité. Et on joue avec cette image que les gens ont envie d'avoir de cette rédaction complètement cosmopolite, avec peut-être 500 journalistes dans une tour de 40 étages. On a créé notre président du directoire, que vous voyez au-dessus, qui s'appelle Jean-François Bussière, et qui veille sur nous depuis 2012. Et il a son compte Twitter, il a sa page Facebook, et des fois il réagit à l'actualité, il réagit avec les autres internautes. Et les gens savent qu'il n'existe pas, mais ils ont envie de s'amuser avec. Et en fait, moi je dis souvent, il faut donner, pour que les gens s'amusent bien, il faut leur donner des bons jeux. Et en fait, du coup, nous on s'amuse avec ce personnage, et avec le personnage du Gorafi, mais on ne le fait pas non plus à outrance. C'est-à-dire que par exemple, là on a fait un article sur les Panama Papers en nous mettant un peu en scène, mais on fait ça 1 ou 2 fois par an. C'est-à-dire qu'on le fait comme Le Monde le ferait des fois quand Le Monde annonce, par exemple, Le Monde annonce la création d'une nouvelle section dans son journal, comme les décodeurs ou quoi que ce soit. Mais vous n'allez pas avoir un article par semaine où Le Monde se met en scène, genre Le Monde fait ceci, Le Monde fait cela. Donc nous on travaille vraiment là-dessus, on ne casse jamais le personnage, à la différence d'autres sites satiriques en Belgique qui eux sortent du personnage constamment. Nous, quand vous regardez notre compte Twitter, on fonctionne comme un média traditionnel, on essaie de conserver ça. C'est un exercice qui est très difficile parce que vous avez envie des fois de répondre aux internautes, de vouloir s'amuser un peu, mais il faut qu'on reste de la manière la plus sobre et la plus média classique. Quand on a fait le redesign de notre site il y a 2 ans, quand on expliquait aux personnes qui allaient refaire le site qu'il fallait faire une mise en page la plus sobre et la plus clinique, la plus chaîne d'infos possible, eux ils comprenaient pas parce qu'eux ils avaient envie de faire des trucs plein de couleurs, d'animation, un truc drôle, et on leur dit non, nous on n'est pas censé être faut pas que la vanne, faut pas vendre la vanne, il faut qu'on ait vraiment cet aspect chaîne d'infos. Les gens qui lisent le site depuis 5 ans, ils sont habitués à ce côté très traditionnel de ce média, de ce network littéral qui fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que c'est un exercice auquel on est attaché, à vouloir conserver cette image. Voilà, on est assez content justement de l'avoir conservé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vraiment un exercice qui est très dur et que justement on applique dans la manière de faire le site au quotidien. J'espère avoir répondu. Je ne sais pas si vous allez me répondre du coup, mais vous êtes combien en fait? Et comment vous fonctionnez? Alors on est 650. Ils n'ont pas pu tous venir aujourd'hui. D'ailleurs, nous en avons Samuel. Tu essaies de te cacher, mais non, je t'ai vu. C'est pas grave. Voilà, un de nos autres auteurs, Samuel, qui, lui par exemple, comme on fonctionne comme un média, est un peu notre secrétaire de rédaction.
C'est Samuel qui corrige tous les articles de la rédaction et quand il y a un participe passé mal accordé ou qu'un article a été publié sans qu'il lui soit passé entre les mains, il nous engueule un peu copieusement. Et voilà, donc ça fait aussi partie, la différence avec les autres médias, c'est que nous, on a moins de fautes, par exemple, que le Figaro. Et donc, comme pour répondre à votre question, nous, on fonctionne, par exemple, on a des confs de rédaction, une fois par semaine, durant lesquelles les auteurs amènent toutes leurs idées qu'ils ont accumulées pendant une semaine. Et on a quasiment environ 250 idées par semaine. Là-dedans, on va sélectionner 10%. Donc ça fait un peu mal au cœur des fois de jeter telle ou telle idée, mais vraiment on ne garde que ce qu'on estime vraiment qu'on a envie de publier, qui peut être bon, qui a un potentiel. Donc on discute à bâton rompu pendant quasiment 3-4 heures, et après on peut planifier à partir de là toutes nos publications. C'est-à-dire qu'on a un côté article froid, comme tu disais tout à l'heure, et un côté article plus actu. Donc des fois quand on a une actu qui arrive, on décale un petit peu les articles froids d'un jour à l'autre. Donc nous, on a un fonctionnement un peu militaire. On sait par exemple ce qu'on va publier dans 2 ou 3 semaines, parce qu'on arrive à avoir un peu d'avance dans la gestion des articles. Ça, c'est un luxe que les vrais médias ne peuvent pas avoir. Mais ça nous permet aussi, justement, de mieux réfléchir, d'être plus zen, et surtout quand il y a un truc d'actu, de pouvoir justement bien réagir dessus. Donc voilà, on a vraiment une conf de rédac avec des idées qui fusent constamment et tout, un responsable de rédaction, les rédacteurs et notre directeur de publication. Vous pouvez lui dire d'arrêter. Hein. S'il y a d'autres questions? Comment est-ce que les auteurs sont devenus auteurs? Alors, en fait, souvent, on les détecte avant même qu'ils nous contactent. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous envoient leurs idées par mail ou par la poste. Je vais briser certains cœurs, on ne lit aucune idée. On envoie une réponse type polie pour leur dire, voilà, on ne prend pas d'idée en extérieur. Mais souvent, c'est plus des gens qui nous disent, tiens, il y a telle personne qui peut être intéressante pour vous, donc on va le tester. On va lui demander qu'il nous fournisse, par exemple, 100 idées, 150 idées. Après, s'il passe au premier barrage, il va commencer à la rédaction de 5 articles pour voir s'il arrive à s'imprégner de la manière dont on écrit. Parce qu'en fait, c'est important, si vous regardez les articles, ils sont tous construits de la même façon. Il n'y a pas de mise en page différente d'un article à l'autre, parce que c'est important qu'il y ait une homogénéité. Et c'est ça, et quand vous regardez The Onion, c'est la même façon. Il y a vraiment une homogénéité dans les articles. Il n'y a pas de mise en page excessive ou différente, parce qu'il ne faut pas que ça détonne. Et il faut garder cet aspect goraphie, entité sans tête visible. Par exemple, Sam, pour toi, comment ça s'est passé? C'est le piston, hein, c'est classique. C'est-à-dire que par connaissance, en fait, uniquement. Alors, l'histoire de Sam est intéressante, c'est qu'on l'a rencontré au tout début du site, et il nous envoyait des mails pour dire que certains articles avaient quelques fautes. Et il a fait ça pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, qu'on en avait un peu assez de recevoir tous ces mails chaque semaine, qui devenaient de plus en plus agressifs, on lui dit, écoute, d'accord, viens. Et il a commencé à corriger. Puis après, il a commencé à nous suggérer des idées d'articles. Et on trouvait qu'il était vraiment pas mal, vraiment intéressant. Et puis voilà, et du coup, il s'est retrouvé dans notre équipe depuis 5 ans, depuis le début. Et on a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Moi, je me souviens, par exemple, elle n'est pas là ce soir, mais la personne qui a géré l'horoscope pendant 2 ans et qui a fait ensuite Madame Gorafi, elle nous a envoyé au début plusieurs articles, mais on n'avait pas été convaincus. Et après, elle nous a envoyé un horoscope, et là, j'ai commencé à le lire, et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant marré. Et j'ai appelé mon associé Pablo Mirac, que certains d'entre vous doivent connaître, et je lui ai dit, écoute, voilà, on a reçu un horoscope, un projet d'horoscope, je veux ça sur le site la semaine prochaine. Et on a rencontré cette personne qui n'en revenait pas vraiment qu'on lui dise ça, et elle a fait l'horoscope pendant 2 ans. Elle a commencé à écrire, puis après on a discuté, elle voulait créer un Madame Gorafi, on lui a donné les clés, mais pareil, c'est vraiment quelqu'un, vous ouvrez un mail et vous dites, ouais, mais c'est très rare,
Moi, je sais qu'à une époque, on avait lancé un concours par mail pour recruter un auteur ou une autrice, et je pense que sur quasiment 200 mails qu'on a reçus, on en avait sélectionné 10 qui à peu près collaient à ce qu'on souhaitait faire, et après on en a sélectionné 5, puis après une. Mais ça a été vraiment très très dur, parce qu'en fait on fonctionne dans un prisme d'humour où des fois les gens ont tendance à en faire trop, ou des fois les gens n'en font pas assez. C'est très difficile de trouver la personne qui va trouver l'équilibre dans la manière d'écrire la satire, la manière de construire un titre. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez chacun nous lire un ou deux articles à voix haute de l'encyclopédie? Est-ce que ça vous ennuie ou pas? Je vais juste en citer quelques-uns que j'aime beaucoup. Alors, par exemple, Orgie, grand moment de débauche auquel, hélas, vous ne serez jamais invité. Celui-là, j'aime beaucoup. Vache. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de se mentir une minute? Est-ce que vous allez honnêtement nous dire que vous ne savez pas ce que c'est une vache? Vous comptez vraiment sur nous pour vous l'apprendre? Voilà, c'est bien ce qu'on pensait. Alabama, État du sud des États-Unis, situé généralement au début du dictionnaire. Ouais. Allez, à ton tour. C'est pas un truc que j'ai fait moi, ça fait un peu nouveau. Astéroïdes, sorte de gros cailloux qui se promènent dans l'espace à la recherche de planètes à pulvériser ou de règnes animaux à anéantir, comme les dinosaures. D'après les scientifiques, il n'existe qu'un seul moyen de prévenir les collisions avec les astéroïdes, envoyer Bruce Willis et Ben Affleck, placer une charge nucléaire dedans, puis faire péter le bazar. Ouais, alors moi il y en a un que j'aime bien aussi, faut que je le retrouve juste. Je crois que c'est toi Mathieu en plus, tu vois. Je vais en lire un de toi parce que tu voulais pas lire le tien. Merde, désolé. Hein. Il y en a qu'un que je trouve drôle dans le livre en fait. Ouais, je vous en ai un autre qui est pas mal. Darwin Charles, naturaliste anglais du 19e siècle qui a vécu toute son enfance dans une forêt élevée par des chimpanzés. C'est moi qui ai oublié. Non, du coup, je l'ai pas trouvé. Ils sont pas tous drôles en fait. Il faut aller chercher quoi. J'essaie d'en trouver un de moi, contrairement à Mathieu. Je sais plus ce que j'ai écrit. Atlas, livre généralement rangé en haut de votre bibliothèque entre le Reader's Digest et un roman de Guy Descartes. Je crois qu'il y en a un que j'aime beaucoup. Il y en a deux que j'aime beaucoup, qui se répondent un peu. Alors, je ne sais plus dans quelle section, les amis. Mais c'était police, deux points, partout. Et un peu plus loin dans la section, vous avez justice, deux points, nulle part. C'est notre petit côté revendicatif. Ça dénonce. Ça dénonce, voilà. Vachement. Non, mais on s'est vraiment beaucoup amusé. Et nos éditrices ont aussi beaucoup aimé, ils nous ont beaucoup supporté. On aimerait vraiment les remercier ce soir, parce que, mine de rien, sans elles, ce livre n'existerait pas. Et j'aimerais aussi remercier le maire Lomoteur de nous avoir accueillis ce soir, et quelques-uns de notre équipe qui ont accepté de braver les transports en commun pour répondre à vos questions. Et du coup, maintenant, je crois qu'on va pouvoir passer au vin d'honneur ou dédicace, ou les deux en même temps. Vous essayez de ne pas tâcher les livres avec le vin. D'abord le vin. Je vous remercie en tout cas d'être venu ce soir.